Bonjour Bianca. Bonjour. Hum, Avant de commencer, je souhaite remercier la Cité internationale des arts et le CEA de leur invitation qui m'a permis de découvrir ton travail d'abord, Bianca Argimon, et puis de nous offrir aujourd'hui cet échange qui, nous l'espérons, permettra aux auditeurs et auditrices d'avoir un bel aperçu de ce que tu fais. Bianca, tu es en résidence à la Cité internationale des arts de Montmartre depuis le mois de février, si je ne me trompe pas. De janvier. Janvier, très bien. Et ton projet ici est de développer tes recherches pour ta prochaine exposition individuelle intitulée Error 404, qui devait inaugurer début avril au Centre culturel Jean Cocteau au Lila. Ouais. Et elle est reportée au mois d'octobre désormais. Tu peux nous parler un peu de ce projet, de ton exposition? Oui, alors je suis arrivée à la Cité des Arts en janvier pour une durée d'à peu près 6 mois, enfin 6 mois. Et j'avais, en arrivant en janvier, 3 mois pour préparer mon exposition qui devait avoir lieu le 2 avril au Centre culturel Jean Cocteau. D'accord. Mais comme vous l'avez dit, enfin, elle sera reportée au mois d'octobre pour une durée de 2 mois. Et en fait, en arrivant en janvier, j'avais défini vraiment un programme et un ordre de production pour toutes les pièces que je voulais faire pour cette exposition. Mhm. Et parce qu'il y a 3 salles au Centre culturel Jean Cocteau. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que la résidence que propose la Cité des Arts est quand même propose un cadre exceptionnel et c'est un lieu très dynamique. Donc en fait, j'étais tout de suite plongée dans le bain. Et j'ai réalisé 3 mois ce que j'aurais réalisé en 6 mois ailleurs, sans doute. Ah oui. Les ateliers, ouais, parce que les ateliers sont très agréables et fonctionnels. Et puis, il y a quelque chose de très aéré dans les ateliers parce qu'ils sont haut de plafond. Et en fait, on se sent tout de suite très bien. C'est très monacal comme. Enfin, moi, j'ai eu une pratique très monacale pendant ces 3 mois, même le dimanche. Enfin, je travaillais tout le temps. Et, euh, et les pièces de l'exposition étaient essentiellement enfin, sont essentiellement des dessins, des peintures, des pièces en argile qui ne sont pas cuites. Du coup, j'ai pu tout faire sur place. Je me suis très très peu déplacée et j'étais très très concentrée dans cette période. Et ma production, du coup, a été interrompue le 16 à cause de petits problèmes de santé liés à cette petite période. Et aussi, l'exposition est en train d'être remise un peu en question à cause du confinement qui a été déclaré. Et là, je reprends le travail depuis lundi. Mais vu que j'ai le temps, justement, je profite vachement, énormément du fait d'avoir ce temps. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime avoir le temps de faire les choses. En fait, ouais, j'aime prendre le temps. Et c'est vrai que quand on a une exposition et qu'on a une durée de production très courte, on est assez, enfin moi je suis assez, je me sens assez compressée dans ce temps. Alors Mhm. que c'est vrai que quand j'ai la liberté de pouvoir passer 1 mois ou 2 mois sur un dessin, je la prends volontiers parce que j'adore toute la recherche, tous ces moments de questionnement. C'est des moments que je dois bâcler en fait quand j'ai une exposition. D'accord. Et tu veux nous parler un petit peu de cette exposition réellement, enfin, ce que tu vas présenter? Je préfère un peu garder le mystère, mais il y a 3 salles et dans chaque salle, il y a une thématique. Enfin, la salle dans laquelle on rentre, c'est une thématique qui est vraiment presque religieuse, où c'est que des thèmes liés à l'histoire de, oui, enfin, à toutes les religions, et essentiellement la religion catholique, parce qu'il y a tous les mythes religieux un peu présents dans la religion catholique qu'on retrouve, comme la tour de Babel, Adam et Ève, etc. Et tous ces mythes sont réintégrés dans notre présent. Ensuite, il y a une autre salle qui sera autour des conflits de façon très large, des révoltes sociales. Et ensuite, il y a une autre salle qui est plus, enfin, c'est que des pièces qui s'articulent vraiment autour de tous nos travers modernes. Et donc on retrouve
les paradis fiscaux, on retrouve cet attachement à la voiture, on retrouve un crash boursier, et voilà, enfin, c'est un D'accord. autre aspect. Mais c'est trois salles enfin, qui se répondent d'une manière ou d'une autre. Mhm. Tout est très ancré dans le présent et dans ce qu'on est en train de vivre. Et à l'époque, il n'y avait pas eu encore le coronavirus, mais il y avait eu les grèves, il y avait eu il y a la dégradation de la biodiversité à travers le monde. Et toutes ces choses, en fait, résonnent dans mon travail de façon assez métaphorique, mais on le perçoit pas mal. D'accord. Donc oui, tu parles beaucoup d'actualité et du coup, tu le relis d'une certaine manière à la peinture médiévale, à la différence des sculptures ou des objets que tu fabriques, comme Euroflow, qui est un gilet de sauvetage recouvert de pins à l'effigie du drapeau européen, ou les tapis, par exemple, que tu as confectionnés, ou encore l'avion échoué qui est criblé de flèches. Tes dessins, pour la plupart, fourmillent de détails. Ils représentent multiples scénettes où les personnages en abondance sont rarement au repos, comme dans le dessin Saichi's, et ils saturent souvent l'espace. Cette manière que tu as de dérouler la narration au lover, avec une perspective à vol d'oiseau, où tu donnes l'impression d'observer tes personnages au macroscope, rappelle celle des maîtres flamands Jérôme Bosch et Peter Bruegel. Tu ne sembles pas, toi, en revanche, utiliser l'allégorie à des fins morales. Tu, tu dénonces quoi alors et dans quel but? Est-ce que c'est un message d'alerte que tu formules ou simplement tu exprimes un état de fait de notre société au bord du chaos qui augurerait une volonté de changer? Alors oui, effectivement, Bosch et Bruegel sont une source d'inspiration évidente. L'art flamand de manière générale, Van Eyck, Vermeer, mais aussi l'Écosse siennoise du côté italien, l'art du Quattrocento avec Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini et tant d'autres. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la portée morale des allégories de Bosch et de Bruegel. Pour moi, ils faisaient un constat de la société de leur époque, en dépognant évidemment les travers et les défauts, et en usant et en abusant de l'allégorie, de la métaphore et de leur fantaisie. Oui, Mais je ne pense pas qu'il y ait une portée morale. Je pense plus que leur œuvre ressemble à un éclat de vitalité, ressemble plus à un éclat de vitalité qu'à une leçon de morale. Et moi, j'ai envie de dire un peu comme eux, que j'utilise vraiment abondamment de ces figures de style pour soulager en quelque sorte la réalité et permettre au spectateur en fait de s'étendre dans les lectures de ces tableaux, d'en rire parfois, de s'interroger sur certaines de ces métaphores, certains liens que je peux faire. Et, euh, et c'est l'imagination qui permet tout ça. Et c'est vraiment merveilleux quand on y parvient, quand on parvient à traiter de ces sujets graves, parce que souvent c'est des sujets un peu lourds, enfin, un crash boursier ou la dégradation de notre environnement et l'arrivée des nouvelles technologies, c'est jamais très gai. Et c'est justement la légèreté que je recherche et c'est ces figures en fait de style qui me permettent d'y arriver. Et, euh, et je ne me permettrai pas de juger, de donner des leçons sur l'évolution de notre société, mais j'essaye d'envoyer un petit message d'alerte ou simplement, en fait, sans avoir la prétention de me comparer aux grands maîtres flamands, mais de dépeindre la société moderne en m'inspirant comme eux des travers, des déboires, et pour nous amener tous en fait à réfléchir sur ce vers quoi on tend à aller, bah ouais, à foncer. d'accord. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous inviter un peu à nous raconter quelques détails qu'il y a dans ton dessin Say Cheese, tous ces gens qui portent des masques. Oui, bien sûr. Alors attendez, je vais Après, le on remettre. reviendra sur le Je masque, l'ai mais peut-être. je l'ai fait disparaître, mais je Oui, vais le faire réapparaître. Euh, Voici. Mais alors ça, c'est plus quelque chose dont je souhaiterais parler peut-être un après. tout petit peu plus tard. Ouais. D'accord. Alors peut-être qu'on peut justement passer à cette figure, si je peux me permettre, à cette figure du masque.
La figure du masque, la question plus large même du déguisement ou de la transformation est assez présente dans tes dessins, justement dans cette, pardon, dans cet open space de Say Cheese. On assiste à une véritable mascarade. Tous les employés dissimulent leur burn-out sous un masque smiley. Dans Human Zoo, donc un autre dessin, les sénateurs sont devenus des singes, des animaux de grimace. Comme au carnaval, tu utilises le déguisement et tu inverses les codes. Dans un autre dessin, Weltschmerz, les arbres sont des écrans en veille et les statues prennent vie en faisant des selfies. Le torrent n'est plus composé d'eau mais de code informatique. Donc l'animé devient inanimé et inversement. Tu dis aussi dans une interview pour Roven, mes dessins sont des masques que je n'ai pas à porter. Tu pourrais nous raconter ce qu'il se cache derrière ces différents masques? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors les masques, déjà par la forme, figurent dans le dessin que tu as mentionné, Say Cheese, où on voit clairement des fonctionnaires pressés par l'entreprise de porter des masques de smiley face pour camoufler leurs propres émotions et donner un faux semblant d'harmonie dans cet open space qui est propice plutôt au burn-out. Et là, on a le dessin sous les yeux et en fait, on peut observer justement tous ces employés qui sont au bord du burn-out ou en plein burn-out et qui vivent dans une atmosphère assez enfin, inhumaine, j'ai envie de dire, dans le sens, ouais, dans le sens un peu Bouffante. large du terme, mais voilà, en fait, là, par exemple, c'est le fumoir, donc on observe une grosse masse de fumée avec quelques mains qui en sortent, qui tiennent une cigarette. Enfin, il y a tous les clichés de l'open space. Il y a la machine à café qui attire quelques travailleurs vers elle et des gobelets à café partout. Il y a des plantes avec des micros qui sont cachés. Il y a des lustres avec des yeux. Et donc, il y a cette idée aussi d'observation totale, un milieu assez orwellien où on retrouve justement cette espèce d'observation et contrôle de l'espace de travail. Et au milieu de tout ça, il y a ces travailleurs qui portent des masques des masques qui font, enfin, c'est un emoji qui est très utilisé maintenant dans les messages, dans les réseaux sociaux, etc. Et c'est un emoji qui simplifie simplement je vais bien. Et voilà. Et donc, en fait, tout le travail dans ce dessin, ça a été de créer un environnement angoissant avec des travailleurs qui font semblant d'aller bien. Et say cheese, c'est bah, voilà, c'est la petite phrase, je sais pas, en français, on le dit aussi pour quand on prend en photo. Et c'est un faux sourire, en fait. C'est un sourire artificiel quand on est pris en photo, on est là, on fait semblant de sourire, mais ça va pas forcément très bien. Et voilà, c'est un peu ça, c'est ça. Très bien. Et les gardiens, ils Et portent non, et alors après, oui, pardon. Donc je continue sur les masques. En fait, c'est dans le fond, ils sont un peu partout, mais plus par le biais de l'allégorie. Par exemple, dans l'Assemblée des singes qu'on retrouve dans Human Zoo, et je vais essayer de le mettre comme ça, vous avez une idée plus claire. Euh, voilà. Ça devrait marcher. Voilà, ça marche? Oui, oui, on Ouais. retourne là. Donc dans l'Assemblée de singes de Human Zoo, en fait, il y a aussi dans un autre dessin de statues qui se prennent en selfie dans Weltschmerz. En fait, ces singes dans Human Zoo et puis ces statues dans Weltschmerz, pour moi, c'est des allégories. C'est des allégories. Enfin, c'est comme j'analyse énormément les comportements et les attitudes dans notre société, en fait, j'essaie toujours de trouver des formes pour représenter ces différents traits de caractère. Là, par exemple, c'est le politique, donc, qui est représenté par un singe. Et puis, dans Weltschmerz, à travers les statues,
voilà, c'est notre narcissisme. Enfin, c'est ce côté, je me contemple, je suis une statue grecque. Et donc, du coup, c'est ce statut qui se prennent en selfie avec des selfie sticks. Et, euh, et c'est simplement ça, en fait. C'est le masque, pour moi, c'est ce qui me permet de... C'est ma forme, c'est une forme d'allégorie, en fait. C'est quelque chose qui me permet de vraiment d'interpréter tout et n'importe quoi par autre chose, mais de faire des liens que j'essaye de faire assez subtilement entre notre environnement et des choses qu'on connaît et nos comportements. D'accord. Des comportements que tu mets en scène peut-être par le biais du jeu et du sport, j'ai l'impression. Il y a dans ton travail une dimension ludique très forte dans le sujet d'abord, mais pour certaines œuvres, hein, mais surtout dans la façon que tu as d'appréhender tes sujets. Par exemple, l'œuvre Kofefe est un jeu de Scrabble imaginaire qui reprend le vocabulaire de Trump, qui semble assez restreint. Le tapis, qui s'intitule le 20 janvier 2017, reprend un jeu de démineurs. Et puis, tu as aussi façonné un bilboquet dont la boule représente la planète Terre. On voit apparaître un sudoku dans le dessin Mélancolia 21. Dans Low Cost, les personnages jouaient au tennis, mais ils semblent avoir été interrompus dans leur partie par une invasion de cricket. 2 Seconds to Go dépeint une étrange partie de football américain, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. On a l'impression que tu t'amuses à tirer les ficelles de tes personnages comme s'ils étaient des marionnettes. Tu te joues d'eux ou tu joues avec eux. On n'est pas si loin du théâtre d'ailleurs. Tu as créé Materazzi, un jeu de baby-foot où tous les joueurs sont à terre, les footballeurs font la comédie qu'on leur connaît bien. Tu mets en scène les personnages dans des décors toujours précis. Et le sport comme terrain de jeu, comme cadre ou contexte revient souvent. Qu'est-ce qui est à l'œuvre ou se rejoue dans le sport et ou dans le jeu qui t'intéresse pour dépeindre un certain reflet de la société et de ses mots? Alors déjà, les deux, faire ce que je fais, enfin, par rapport à ta première question, si je tire les ficelles de mes personnages, si je me joue d'eux ou si je joue avec eux, j'ai envie de dire les deux parce que faire ce que je fais, c'est comme être scénariste, actrice et photographe à la fois. Mhm. Je passe mon temps un peu à tenir les ficelles et à définir l'action qui suivra. Et c'est très excitant, ça demande un gros travail d'imagination, mais c'est un travail de construction qui m'amuse et c'est pour ça que je, enfin, que je continue à faire en fait ces espèces de constructions sans fin dans mes dessins ou mes tableaux qui pourraient, à mon avis, si on me laissait un an, s'étendre à l'infini. Mais pour le rapport au sport et au jeu, bah, en fait, moi, je trouve que déjà, les jeux sont là enfin, essentiellement pour nous distraire et en même temps, ils sont le parfait reflet de ce qu'on est. Et quand on regarde de plus près les jeux et leurs règles, ils traitent souvent d'argent, de pouvoir, d'intelligence, de stratégie. On développe nos vices, on la peur de l'échec, la rage de vaincre, ou toutes ces choses qui font un peu nos excès. Et c'est pour ça que je m'y intéresse. Enfin, parce que mon travail, il a une part de sociologie dedans. Enfin, moi, j'ai un peu cet aspect-là où j'ai étudié un peu sociologie à l'école et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis une grande observatrice, donc c'est vrai que je passe mon temps à observer les gens, les comportements dans les films, je regarde les moindres détails, etc. Et, euh, et je vois enfin, ce lien de l'homme au jeu comme un peu comme une mise en abîme. Oui. Et, euh, et chacun aime les jeux qui lui ressemblent. Enfin, on se retrouve tous un peu, là-dedans. Et voilà. Et les ready-made, par exemple, que j'ai réalisés comme Covfefe, qui représente un Scrabble, entièrement constitué de mots issus de vocabulaire de Donald Trump, ou Materazzi, qui est un baby-foot avec des joueurs qui prétendent tous d'être blessés
Ce sont des objets qui, dans un premier temps, véhiculent tout de suite quelque chose de familier. Et c'est l'interprétation que j'en fais, en fait, qui va venir perturber le spectateur, tout comme les objets des artistes comme Claes Oldenburg, qui lui vient complètement déformer des objets de la vie quotidienne et les insérer dans un lieu euh, tel un jardin public ou autre. Enfin, moi, je pense par exemple à sa grande pelle pour creuser, je sais pas moi, un trou qui va faire de façon géante et intégrée dans un jardin public, enfin, des choses comme ça. Enfin, là où on a vraiment une confrontation avec quelque chose de familier qui nous secoue. Et je pense que je vais vous montrer le baby-foot en question Oui, j'allais te demander. pour que vous ayez un peu une idée, mais voici. Vous le voyez? Oui, on voit. Oui, voilà. Et donc, en fait, c'est un baby-foot qui est fait en bois, en résine, et c'est un vrai baby-foot. Et en fait, les personnages qu'on retrouve, qui sont donc les joueurs de foot dans des positions de souffrance, sont en porcelaine. D'accord. Voilà. Et là, comment tu procèdes en fait? Tu as fait construire parce que tu as, un rapport à l'artisanat qui est particulier aussi, non? Tu travailles Ouais, avec ouais, les ouais, ouais. artisans. Oui, je travaille dès qu'il y a des pièces qui pourraient me prendre beaucoup trop de temps si jamais je venais à les faire seule, et aussi qui demandent un savoir-faire. Je dirais, un baby-foot, c'est un vrai savoir-faire. C'est comme quelqu'un qui construit des meubles. Enfin, c'est une architecture très précise, enfin, c'est une construction très précise avec un design, enfin, il y a des mesures très très précises. Et, euh, et du coup, pour ces choses-là, c'est vrai que je veux faire appel à un artisan, déjà pour le lien que je crée entre l'artiste et l'artisan, pour cette relation-là, mais aussi pour justement développer des pièces beaucoup plus complexes, des choses que je ne serais pas capable de faire par moi-même. Et c'est ce que je fais aussi avec la tapisserie. Mhm. C'est-à-dire que je fais appel à des tisserands qui ont un savoir-faire et qui sont capables de développer des tissages très complexes. Et c'est aussi là où j'arrive avec des idées qui ne peuvent être que produites en tapisserie. Et par exemple, j'ai fait toute une série qui s'appelle Bentham, où c'est des tapis, pardon, des tapis, enfin, c'est des tapis persans un peu dans l'idée, où c'est Mhm. des architectures de jardin vues du ciel. Et, sauf que moi, en fait, au lieu de partir de cette idée d'évasion, en fait, d'un tapis qui, dans un espace confiné, devient extérieur, en fait, avec l'idée du jardin, moi, je suis partie un peu des textes de Foucault, justement, des prisons panoptiques qui ont la même architecture très symétrique et que peuvent avoir les jardins persans, et en fait de représenter cette architecture très quadrillée, mais en même temps qui s'articule autour d'un même motif. Enfin, dans les jardins persans, c'est souvent une fontaine. Là c'est justement la tour de contrôle, et donc simplement en utilisant les motifs géométriques, j'ai construit un nouveau jardin qui a été représenté en fait en tapis. Et ça ne pouvait que être réalisé en tapis. En fait, cette idée-là ne pouvait que être réalisée en tapis. C'est comme le baby-foot. Enfin, je ne pouvais pas le faire en peinture ni en dessin. Enfin, il fallait que ça soit l'objet réel, physique, voilà, pour le faire. D'accord. Je voudrais revenir sur ce qu'on disait un peu tout à l'heure, sur le fait que tes dessins sont des commentaires de l'actualité ou des critiques de notre société. Euh, la presse est peut-être ce que tu fréquentes le plus pour puiser tes sujets, la fiction aussi. J'espère que tu nous en parleras un peu plus. Dans tous les cas, la distance est toujours humoristique et leur ton souvent satirique ne vont pas sans rappeler la caricature ou le dessin de presse, même si tu as dit que tu ne te sentais pas proche de ces pratiques. Comment tu réagis face à cette actuelle cascade d'informations avec comme repère ou indice principal le chiffre auquel nous confrontent les médias depuis quelques semaines? Ces courbes, on les retrouve placardées sur des écrans dans ton dessin Magic Bean d'ailleurs.
Et le dessin Les Quatre Saisons a un air de confinement, avec un temps qui passe autrement. Alors oui, déjà c'est très bien vu parce que mes sources sont essentiellement la presse nationale comme étrangère, mais aussi les livres de fiction. Et voilà, donc j'apprécie particulièrement des auteurs comme Calvino, Kafka, les nouvelles pour adultes de Roald Dahl, Perec, Murakami et Boris Vian. Parce que en fait, toujours dans mon travail, j'ai toujours puisé dans l'absurde. Et cet élément un peu insaisissable qui tient le lecteur en haleine, comme on peut le voir dans Le Baron Perché de Calvino. Enfin, c'est ce Mm. garçon qui vit dans les arbres. Et voilà, et on est maintenu en haleine par le fait qu'il vit dans les arbres. Après, il y a La Femme des Sables de Kobo Abe. Pareil, c'est une femme voilà, qui vit en bas d'une dune et qui se fait régulièrement ensabler. Euh, et Kobo Abe, pour moi, enfin, un autre auteur que j'apprécie tout particulièrement. Et autre chose aussi, c'est que les adaptations, par exemple, qui ont été faites au cinéma et réalisées par Tishigahara, sont des vrais chefs-d'œuvre et des vraies références pour moi aussi. Après, c'est pas forcément non plus très évident dans mon travail, mais c'est toujours cette notion d'absurde et cette chose qui perturbe et qui rend et qui en fait qui plonge le spectateur après la visualisation de ces films ou après la lecture de ces livres dans des réflexions en fait très longues, très lourdes sur notre situation, sur notre condition et voilà. Et j'aime aussi particulièrement le théâtre, la scène, les décors, les ballets, la danse contemporaine, tout ce qui peut alimenter d'une forme ou d'une autre en fait mon imagination. C'est comme une nourriture pour moi. J'enregistre, j'observe et les couleurs, la composition. Surtout par exemple dans les ballets, en fait, ce que j'adore, c'est de voir justement cette composition vue du dessus, à laquelle pense en fait le chorégraphe euh, sans arrêt quand il met en place son ballet. Et d'ailleurs, on voit dans les documentaires où il y a des chorégraphes qui expliquent comment ils travaillent. Souvent, ils ont des croquis comme ça avec des petits points qui se baladent. Et en fait, c'est ça, en fait, un chorégraphe, faut jamais être face à la scène quand on est chorégraphe. Quand on va voir un ballet, ça n'a aucun sens pour le chorégraphe parce que tout est aplati. Moi, j'essaie toujours de le voir d'en haut, comme C'est ça je vois frontal. justement les mouvements et en fait, ça entraîne vachement l'œil. C'est comme une peinture qui bouge. Mm. Et ça, j'aime énormément. Enfin, j'aime voir le plus de choses possible, à vrai dire. Je regarde de tout, même des choses nulles. Je trouve que je suis comme mon mentor Alberola qui me disait, même dans les choses les plus nulles, il y a toujours une seconde qui est bien. Et, euh, et c'est vrai que c'est vrai. Enfin, il faut tout voir pour être capable aussi après de distinguer le bon du mauvais et surtout de trouver la petite chose qui valait la peine d'être vue. Bien sûr. Et voilà. Et puis, quant à la situation qu'on vit actuellement, elle est inévitable vu la disparition de la biodiversité, à un rythme effréné, et puis aussi à d'autres mondes globalisés. Il y avait peu de chances qu'on passe à côté, c'est clair. Et quant à la cascade d'informations qu'on peut observer dans les médias, ben, je trouve qu'elle est assez écœurante et je préfère m'en tenir à quelques faits que je pioche ici et là et à ne pas avoir à digérer l'ensemble qui peut facilement donner la nausée. Mais pour en venir au dessin Magic Bean que vous avez pu apercevoir, mais que je vais faire apparaître parce que Oui. je vais en parler. Euh, Et là, voilà. Donc en fait, ce dessin, il a été réalisé en fin d'année dernière. Et voilà, donc c'est une interprétation de la tour de Babel avec un trompe-l'œil, avec un faux rideau en fait qui vient cacher le sommet de la tour. Et, euh, et en fait, donc c'est une tour de Babel moderne qui est placardée un peu d'écran de la bourse et escaladée par une armée de fourmis qui transportent. Je vais voir si je peux zoomer. Oui. Exactement. Et en fait, oui, c'est une armée de fourmis qui transporte des jetons, des cartes, des dés, toutes sortes d'objets qui sont en lien avec le casino.
Et tout dans le décor, en fait, évoque un peu les courbes, les diagrammes. Quand on regarde, par exemple, les tours derrière, elles évoquent un peu, en fait, les colonnes qu'on peut voir ici, ou les montagnes qui sont au fond, qui évoquent d'autres diagrammes. Et après, il y a un pont aussi par ici qui évoque une courbe, voilà, qu'on retrouve aussi dans tous ces Oui, schémas qui sont au centre. Et, bon, et voilà. Et en fait, la tour de Babel, qui est par définition l'échec de l'orgueil humain, est ici ancré en fait dans notre réalité, c'est celle du capitalisme en fait. Et cette tour qui dévore en fait notre paysage finit par devenir angoissante. On ignore complètement son fonctionnement, ni comment on peut s'en défaire. Et ça, c'est des gros questionnements en fait en 2020. C'est comment se défaire en fait de ce monstre économique qu'on a créé, qui risque de se cracher surtout après le coronavirus, ou de collapser. Et c'est vrai que c'est une source d'angoisse. Et voilà. Et c'est pour ça que ça, c'est la petite explication sur Magic Bean, qui fait également référence aux haricots magiques, bien oui. sûr. Et cette idée, en fait, ouais, de toucher l'intouchable. Mm. Et voilà. Et puis, il y a d'autres éléments qu'on peut trouver dans le dessin, comme par exemple un agrandissement ici où on voit deux fourmis qui reprennent un peu la figure de Jack et de Rose dans Titanic, qui ont coulé mais qui essayent de se raccrocher comme elles peuvent à une épave. Sauf que l'épave, là, c'est la carte du Joker. On retrouve aussi parce qu'en fait l'idée c'est que c'est un trompe-l'œil en fait, cette espèce de dessin, ce cadre de fenêtre avec donc ce rideau qui vient cacher le sommet. Et donc l'idée c'est que vraiment c'est cette espèce de vue qu'on contemple mais qu'on essaye d'occulter comme on peut en fait. On essaye de pas la voir, on sait qu'on peut baisser le rideau quand on veut, etc. Et il y a juste cet élément perturbateur en fait qui est cette mouche. J'aime bien en fait insérer des détails comme ça qui tout à coup vont venir interroger le spectateur. Voilà. Pourquoi a-t-elle posé cette mouche-là, sachant que la mouche est quand même l'insecte gênant par définition, celui qui vient vous chatouiller l'oreille avec ses sons et claquer sur la fenêtre. Donc voilà, c'était... Et du coup, pour ne pas voir cette réalité, on s'enferme un peu comme dans le dessin Les Quatre Saisons. Oui, voilà. Alors là, je vais le mettre aussi pour que vous puissiez le voir. Euh, voilà. Il arrive. Voici. Oui, en fait, ce dessin, pareil, c'est une sorte enfin, il est un peu plus, il date pas de 2019, il date un peu plus longtemps, je crois 2017 ou 2016. Et ce dessin, voilà, c'était l'idée C'est cette Magic Bean, en fait. Non, celui-ci, c'est les quatre saisons. Oui, tu l'as dessiné avant. Oui, oui, je l'ai dessiné avant Mathieu, bien Mhm. avant. Oui, oui. Et en fait, ce dessin, oui, donc c'est un couple qui s'est confiné et bien avant le confinement Ouais. et qui se perd dans cet espace sans limite parce que j'ai décidé par choix de ne pas délimiter l'espace, mais de simplement avoir des objets comme ça qui viennent insinuer qu'ils sont confinés. Et donc, ils sont perdus entre les saisons. L'idée, c'est que c'est un confinement sans fin et qu'ils ne savent plus s'ils sont en été, en hiver, au printemps, à l'automne. Je n'ai même pas cité les saisons dans le bon ordre, parce qu'ils sont tellement perdus qu'ils en ont oublié l'ordre. Et du coup, en fait, on retrouve plusieurs éléments qui évoquent les saisons. Par exemple, il y a la neige à la télé, du coup, qui évoque l'hiver, le sapin, les boules de Noël. Ensuite, le printemps qui est évoqué par, euh, par justement ces œufs qui sont un peu réchauffés, par la plante ici qui est en train d'être animée. Et enfin, on la voit à peine, elle est là, et il y en a une autre qui est ici. Ensuite, l'été, c'est le chien qui vient de se faire couper les cheveux, raser. Et puis l'automne, par la pluie qui se déverse en fait dans le seau, qui vient inonder progressivement la salle. Voilà, ça c'est pour les quatre saisons. Et puis ce couple développe aussi une pilosité assez particulière
qui est lié à cette espèce de barrière supplémentaire, enfin, il y a cette espèce déjà de fenêtre complètement emprisonnée, cloîtrée. Obstrué, ouais. Et, euh, et voilà. Donc eux, ils sont coupés du monde. Je voudrais parler au contraire du lien, des liens que tu peux, qu'on retrouve en fait dans ton travail. On retrouve très souvent dans tes dessins un fil, des câbles, un torrent, un trait plus ou moins épais qui peut faire des boucles, voire des nœuds, et qui permet comme ça de répartir, d'unir ou d'irriguer l'espace pictural. Je pense aussi à ton dessin drap noué qui Ah oui. relie des bateaux entre eux. Tu tisses également, comme tu disais tout à l'heure, où tu fais tisser, enfin, euh, le tissage, c'est une pratique aussi importante dans ton travail. Est-ce que c'est un écho à notre monde hyper connecté, à nos façons de penser et d'être en réseau? Quel est ton rapport au nœud, au tissage? Quels sont ces liens? Alors, quelqu'un m'avait déjà fait remarquer que, pas par contre, pas que je faisais souvent des nœuds ni des liens, mais que je faisais très souvent des arènes et des cercles dans mes compositions. Mais pour ce qui est des fils, des câbles, c'est tout à fait volontaire en fait. J'observe autour de moi l'angoisse de quiconque qui ne vit pas proche d'une prise, d'une connexion Wi-Fi, d'un câble, d'une machine quelconque. Et ce sont des choses auxquelles on est devenu très dépendant, mais qui sont assez récentes. Et comme je suis très ancrée dans ce siècle et dans ces problèmes, je me devais en fait de les intégrer de façon récurrente dans mon travail, un peu tout comme Bosch en fait, qui représentait et fantasmait des insectes, des plantes, des fleurs. Nous, à mon grand regret, on a perdu ce lien profond et nécessaire avec la nature. Et d'ailleurs, c'est ce que je tiens souvent à représenter dans la plupart de mes dessins et surtout dans ma série des Jardins d'Éden, qui sont vus enfin, j'ai fait toute une série de Jardins d'Éden qui sont vus au XXIe siècle et où justement on voit Adam et Ève être confrontés à une nature en fait qui se détériore et à travers plein de métaphores et plein d'allégories. Euh, mais voilà, c'est des choses en fait qui sont, euh, qui sont assez récurrentes dans mon travail. C'est comment, je, comment je peux analyser notre nature à nous qui n'est qui est complètement euh, dénaturée. Enfin, c'est-à-dire qu'on perd le lien et du coup on trouve le lien ailleurs et c'est justement ces liens câblés qu'on retrouve. Là, par contre, dans cette image qu'on a sous les yeux, c'est en fait ce dessin de Ranoué est parti des flux migratoires entre la Syrie et l'Europe. Et en fait, j'ai voulu créer un drap noué de prisonniers dans l'idée, mais avec toutes les épaves en fait qui ont échoué et comment en fait en les reliant les unes aux autres, on pouvait justement dénouer un drap pour rejoindre l'autre rive. Et c'était une sorte de rêve utopique un peu pour ne pas avoir à traverser la mer, simplement en passant d'épave en épave en fait, à rejoindre l'autre rive. Et, euh, et voilà, et en fait j'en ai fait une sorte de dessin un peu flottant comme ça, où c'était des épaves qui flottent sur le papier. Très bien. Merci beaucoup, Bianca. Et, Ouais, de rien. et puis, Je suis bonne ravie que... continuation dans ta Ah, résidence merci. Merci beaucoup. et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.